Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire du RCCFC qui porte sur la commercialisation des expertises en éducation au niveau collégial à l'international. Donc, ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Mon nom est Jean Légère, je suis directeur général du RCCFC. Alors, on va procéder à une présentation de Mme Janice Gauguin dans un instant. Mais au début, j'aimerais peut-être vous présenter la raison du pourquoi on a ces webinaires au niveau du RCCFC. C'est que l'année dernière, nous avons développé avec l'appui financier d'Affaires mondiales Canada une stratégie pour la commercialisation des expertises de nos membres à l'international. Et cette année, nous avons également reçu du financement de Affaires mondiales Canada par son programme CanExpert, par CanExport pour justement faire la mise en œuvre de cette stratégie. Et dans la stratégie, il y avait deux éléments principaux. Il y avait l'élément de faire en sorte de valoriser l'expertise de nos membres à l'international, mais aussi l'élément de renforcement des capacités de nos membres, c'est-à-dire d'augmenter leur expertise pour augmenter leurs chances de succès en termes d'expertise, de commercialisation des expertises à l'étranger. Alors, donc, nous avons une belle présentation à vous présenter aujourd'hui par Madame Janice Gauguin, qui est fondatrice et stratège en commercialisation à Oliva, la firme Oliva Consultant. Alors, aujourd'hui, le thème du webinaire, c'est découvrir le marché propice pour vos services en éducation. Alors, Janice possède un parcours très riche en développement des marchés d'exportation. Elle a œuvré, entre autres, pendant plus de 25 ans à l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, c'est-à-dire l'APECA, et 12 ans à titre de gestionnaire commerce international. Alors, Janice, merci beaucoup d'être là et à toi la parole. Merci beaucoup, Jean. Et bon après-midi à tous nos participants. Oh, il y en a peut-être pour lesquels vous êtes encore en avant-midi, dépendamment de où vous êtes. Oui, ça me fait beaucoup plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Comme Jean mentionnait, le réseau des collèges et cégeps francophones du Canada a entrepris un projet très intéressant qui vise faire la valorisation des compétences acquises par nos collèges et cégeps. Et puis, ça me fait plaisir d'offrir mes services de formatrice en entrée et croissance vers l'exportation pour assister les collèges et cégeps à se lancer sur le marché global. Alors, sans plus tarder, je pense qu'on doit aviser les participants aussi que la session aujourd'hui est enregistrée. Et parce que le réseau l'utilise pour des fins de formation. Alors, c'est ça, je pense que c'est une obligation qu'on doit avertir les gens, c'est que ce soit enregistré. Alors, sans plus tarder, moi, je vais partager mon écran. J'ai une présentation à vous offrir aujourd'hui. Puis, je travaille aujourd'hui sur un écran. Seulement, j'ai l'habitude d'en travailler avec deux. Alors, j'essaie juste d'agrandir mon... Non. Je vais arrêter mon share pour l'instant. OK, j'ai un petit problème. Mon écran est figé. OK. 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 Désolée, mais c'est ça, moi, j'ai plus rien qui va. OK. Je suis désolée, il va falloir que je ferme mon ordinateur et que je l'ouvre. OK. C'est beau. Alors, on t'attend. Entre-temps, ce que je pourrais faire, c'est de vous dire que nous organisons en ce moment un forum international, forum virtuel, qui aura lieu le 31 mars prochain.
Alors, nous sommes en train d'organiser cela et on devrait avoir des participants d'un peu partout sur plusieurs continents. On a déjà de confirmer des présentations à partir de l'Europe, également à partir de l'Afrique du Nord et aussi de la région du Golfe et également de la région de l'Afrique subsaharienne. Alors, on va avoir des présentations de ces gens-là et également de l'Amérique du Sud. Alors, on est en train de vous concocter vraiment une session intéressante, un forum intéressant qui aurait lieu de 10 heures à environ 14 heures. Et donc, il y aura des conférences et aussi des panels de discussion où vous aurez donc la possibilité de poser des questions à des gens qui sont spécialistes de ces régions-là que je vous ai présentées. Alors, c'est tout à fait gratuit pour les membres du RCCFC et également nos partenaires à l'international. Alors, on vous demande de rester à l'affût pour vous inscrire pour cet événement-là. C'est aussi important que vous soyez inscrit sur la plateforme CollegeCo. Je sais que l'inscription pour la session d'aujourd'hui, vous avez dû passer par CollegeCo, on vous en remercie. Mais si vous avez des collègues également dans votre cégep ou votre collège qui pourraient être intéressés par toute la dimension internationale, c'est important qu'ils soient inscrits sur CollegeCo. C'est vraiment la plateforme qui nous permet de communiquer directement avec vous qui vous occupez du secteur international, mais également CollegeCo vous permet de faire des liens ou faire des contacts et d'établir des collaborations avec des partenaires internationaux ou encore de faire des contacts et des partenaires au niveau des collèges ou des cégeps. Donc, de travailler en collaboration à l'international, mais également entre nous au niveau des cégeps et des collèges. Et sur CollegeCo, vous trouvez aussi une bibliothèque de ressources. Alors, au fur et à mesure qu'on va avancer avec le projet, on va vouloir ajouter plusieurs éléments de formation, si on veut, sur le site de CollegeCo. Et d'ailleurs, concernant le Forum international, les membres du réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada auront l'occasion de mettre euh, dans un kiosque virtuel du matériel promotionnel. Alors, si ça vous intéresse de valoriser votre cégep ou collège dans le cadre de notre événement du 31 mars, ce serait important que vous entriez en contact avec nous, avec Rita Benabdella ou encore moi-même, pour justement faire en sorte que votre cégep, votre collège soit à l'honneur au niveau des kiosques, parce que pendant l'événement, on va inviter les gens, évidemment, à visiter ces kiosques. Alors, belle occasion pour vous de mettre en valeur votre établissement. Je pense que Janice, vous êtes revenue. Oui. Excellent. Je ne sais Oui, pas si on oui. doit vous redonner les droits ou est-ce que... Je pense que je suis correcte là. Je pense que je OK. les ai. Et maintenant, le partage Ah, d'écran va fonctionner? j'espère, hein? Je l'espère, hein? Bonjour. OK. Bonjour. Bon. Et là, ça Ça fonctionne. va. Ah, phew! On a eu chaud. Je m'excuse. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Bon, OK. Ça fait que, alors, c'est ça. Comme Jean a expliqué, c'est ça, je m'appelle Janice Rogan. Puis, c'est ça, j'ai été retenue par le réseau pour assister dans la formation, de la valorisation des compétences des collèges et cégep. Alors, sans plus tarder, on va essayer d'avancer. Alors, ça, c'est moi. Et puis, si on pourrait faire un groupe assez nombreux aujourd'hui, mais c'est un groupe intéressant. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes, mais pas très longtemps, parce qu'on a déjà, mon délai nous a coûté un petit peu de temps, que vous présentez votre nom, votre rôle et l'institution que vous représentez, et aussi juste 3 mots sur le produit ou le service que vous tentez de commercialiser à l'échelle internationale, si c'est le cas. C'est certain qu'il y en a parmi vous qui songent à l'exportation, ils ne sont peut-être pas là.
Mais si vous êtes déjà sur l'exportation ou que vous songez de s'y lancer prochainement, on aimerait savoir quel produit ou service que vous allez vous lancer. Alors, si on peut retourner, je vais retourner à l'écran au complet, puis on va y aller par les noms que je vois. Alors, puis je vois un nom que je reconnais, Robert Guérois. Est-ce que tu voudrais commencer, Robert, par la présentation? Puis je vais vous demander, s'il vous plaît, d'ouvrir vos caméras aussi. Robert, si tu parles, on ne t'entend pas. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se lancer? OK. Josiane Trudel. Excusez-moi, Janice, est-ce que vous m'entendez? Là, je t'entends, mais je ne te vois pas. J'ai parti ma caméra. Ah, excusez, là, ça va venir. Excusez, j'avais. Ah, OK. C'est bon, Excusez-moi, Robert. C'est bon, Robert. Allô, allô, allô. Ouais, puis c'est ça, là, j'ai cliqué sur Unmute, puis ça m'a demandé si je voulais quitter la réunion. Je ne voyais pas le truc, en fait. Excusez-moi. Okay. La raison pour laquelle je suis ici, puis ce qu'on cherche à exporter, nous autres, moi, je suis directeur général du réseau d'enseignement francophone à distance. Jean, on s'est déjà rencontré à travers Olivier Chartrand il y a quelques temps avec la Cité collégiale. Et puis, nous, on est en démarche de révision de notre modèle d'affaires. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est de réviser notre structure tarifaire puis nos services aux membres dans la foulée de la révision de notre plan d'action stratégique. Et puis, la raison que je suis là, c'est que toute votre démarche m'intéresse beaucoup, la plateforme dans un temps et dans l'autre temps, qu'est-ce qu'on retrouve puis quel genre de communauté de pratique qu'il y a ici. Donc, nous, c'est sûr qu'au REFAD, on n'a pas nécessairement quelque chose à exporter comme tel, mais on a énormément de participants à nos activités pour le moment. Et ceci fait partie d'une réflexion. Donc, je me tais pour laisser le temps aux autres personnes de parler. OK. Merci beaucoup, Robert. Ça me fait plaisir de te revoir. OK. Josiane? Bonjour, Josiane Trudel. En fait, moi, je ne suis pas dans une institution, là, je suis dans une entreprise privée. On a une plateforme d'examen en ligne. Ah, parfait. OK. Alors, moi, je ne vois pas tous les visages là, ici, ça fait que je vous invite à vous prononcer. Gerardo? Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Gerardo Castillo Guerrero. Je suis propriétaire de 12 entreprises qui ont acheté l'approche par compétences et les contenus de quelques écoles et quelques cégeps du Québec pour la partie aéronautique et aérospatiale et engin chantier et mécanique auto. Alors, je suis très content de faire partie de la plateforme. Merci beaucoup à Jean, à vous, madame, de votre présentation pour les derniers webinaires. Et je peux confirmer que pour la présentation des forums virtuels, si vous me permettez, on a déjà la confirmation du directeur de l'aéroport de Querétaro qui sera présent pour la présentation sur le Mexique et comme Amérique latine. Et aujourd'hui aussi, j'ai le plaisir que Joël Bravo Anduaga de Technologie Monterrey va faire partie aussi de nos amis qui font la promotion du réseau en Amérique latine. Bonne journée tout le monde. Désolé de prendre plus de temps. Merci, Gerardo. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se lancer? Bonjour. Bonjour, Karine. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je suis Karine Dandonneau. Je suis la directrice du recrutement et des admissions à l'Université Sainte-Anne. L'Université Sainte-Anne, c'est une institution où on offre le collégial et l'universitaire dans un milieu qui est francophone. Donc, c'est la seule université francophone de la Nouvelle-Écosse. En fait, nous, on fait déjà du recrutement à l'international. On promouvoit nos programmes déjà en France, en Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, puis au Mexique également. Donc, on cherche c'est sûr, de voir quel marché serait propice à venir étudier chez nous. Mais essentiellement, pour notre programme en éducation, on cherche à obtenir des ententes avec certaines universités en France, notamment, pour une forme de passerelle, au fait, pour le programme en éducation, à savoir
quels acquis les Français pourraient avoir dans leur formation initiale en éducation pour pouvoir transférer dans notre institution en éducation pour ensuite travailler en Nouvelle-Écosse comme enseignant parce qu'on a une très grande pénurie, comme partout au Canada, vous le direz, mais principalement en milieu minoritaire francophone. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on cherche à développer. Donc, c'est un peu ça. Ouais. OK. Merci. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un d'autre? Oui, bonjour. Moi, je suis Nathalie Landry. Je suis coordonnatrice du développement international au Cégep de Saint-Félicien, qui est un cégep dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous, actuellement, on a une bonne proportion de notre clientèle étudiante qui provient de l'international. On a environ 250 étudiants sur un total de 1000 étudiants qui proviennent de l'étranger. Donc, c'est quand même énorme là, pour un petit cégep du Québec. Nos principaux marchés sont évidemment le marché français, mais on a quand même des étudiants en provenance du Mexique et également de l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est juste pour explorer, avoir une autre ouverture sur nos possibilités de développement. Donc, je suis là à titre pour découvrir finalement. On va tous découvrir aujourd'hui, je pense. OK. Merci beaucoup, Nathalie. Quelqu'un d'autre? Avec plaisir. Y a quelqu'un? Ben, je vais me lancer. Moi, c'est Joanne Fauché. En fait, je suis analyste au Cégep de Trois-Rivières. Je me suis glissée dans la rencontre aujourd'hui. Je ne travaille pas nécessairement dans le département d'international. Toutefois, on est en pleine planification stratégique et nous aussi, on désire faire du développement. Donc, c'était vraiment à titre de curiosité puis de voir un petit peu, parce que je viens tout juste de m'inscrire sur Collège Co. Donc, je voulais voir un petit peu ce qui était offert là, comme différents webinaires, etc. OK, c'est bien. Merci beaucoup, Joanne. Je pense que pour ceux qui cherchent des moyens à identifier des marchés, aujourd'hui, je m'attends qu'on pourra répondre à certaines de vos questions. Au moins, ce sera un début. Alors, quelqu'un d'autre qui veut se lancer? Bonjour. Bonjour, Joël. Il y a un écho, là. Peut-être que les gens pourraient fermer les micros? Oui, Joël. Bravo, mais c'est bien, Joël. Bravo. OK. Oui. Vous m'écoutez? Oui, l'écho est vraiment fort. Ouais. Ça va mettre en... OK. Alors, je pense qu'on va passer à quelqu'un d'autre. Ouais. Peut-être que vous pouvez Bonjour. assister. Ça ne marche pas? C'est que l'écho est très, très fort. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre peut se lancer? Bonjour. Alors, moi, je suis Sébastien Linden. Bonjour, il y a un petit Sébastien. problème de caméra. Donc, je suis désolé, vous ne pouvez pas me voir, mais je suis content que vous puissiez m'entendre. Alors, moi, je suis en France, à Paris, et je suis consultant indépendant sur les stratégies de développement international des universités et des écoles, et notamment, j'accompagne des institutions dans leurs projets avec la France et l'Europe. Je pense que tu serais une personne très valorisée aujourd'hui. Je suis content que vous êtes joint à nous. Merci, Sébastien. Quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un qui veut se lancer? Est-ce que tout le monde est passé? OK. Oui, alors? Oui. Alors, oui, c'est moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'arrive avec ma caméra, mais je me présente. Mon nom, c'est Mayra Camacho. Moi, je suis mexicaine. Et j'ai déjà participé aussi dans l'exportation des programmes de transfert de compétences, de formation pour le Centre d'élaboration des moyens d'enseignement international du Mexique pour acheter pour le CEMEC aussi. Alors, mais je suis très intéressée aussi le transfert de votre expertise. Merci beaucoup. Merci. OK. Alors, quelqu'un d'autre? Moi, je n'ai pas tous les images là, ici, là, alors je ne peux pas dire si on a tous couvert ou pas. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait se lancer pour se présenter? Bonjour. Vous pouvez me comprendre? OK, Joël? Oui. Oui, OK. Ça, c'est beaucoup mieux. Marche, oui. Non, je crois. Merci. Oui, ça marche. Oui. Merci. Oui, Merci. mon nom est Joël Bravo. Non, aussi, je suis mexicain et je suis ici parce que mon collègue Gerardo Castillo m'a fait l'invitation. En fait, nous avons travaillé quelques années
au moins 10 ans, je crois, non? Nous avons partagé beaucoup d'expériences dans de l'approche par compétences avec ce mec. Et maintenant, je travaille au Mexique et aussi, je voudrais diversifier le réseau et connaître non, des partenariats avec Chili et quelques autres pays de l'Amérique latine parce que, bon, j'ai étudié en doctorat à l'Université de Chili. Alors, on peut faire et nous sommes très, très intéressés à pouvoir connaître et faire plus important de contacts. Non? Merci. Merci beaucoup. C'est ça que je vais essayer de tenter de vous démontrer aujourd'hui aussi que c'est possible de dénicher des occasions de marché, même dans les endroits où, qui ne s'identifient pas nécessairement dans la francophonie. Mais ça, on y touchera un petit peu plus tard. Alors, c'est ça, quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il reste encore quelqu'un qui ne s'est pas présenté? Non? Ça va? OK. Ben, comme ça, OK, on va avancer avec la présentation. Bon, juste pour récapituler, aujourd'hui, c'est le quatrième webinaire dans la série. Dans les autres webinaires, on a traité d'abord juste l'introduction, l'exportation. C'était vraiment un survol de ce que vous devez savoir, puis comment est-ce que ça fonctionne un petit peu, puis quelles sont les occasions de marché pour les institutions qui sont dans le marché des produits éducatifs, de l'éducation ou de la formation. Puis, on a fait après ça une validation des compétences en exportation, ce qui est très important parce que lorsqu'on se lance dans un projet de croissance de n'importe quelle sorte, c'est important de savoir, de mesurer avec un peu de réalisme la mesure dans laquelle on est prêt pour entreprendre une croissance. Et surtout pour identifier peut-être les lacunes à combler avant de se lancer et investir des ressources en main-d'œuvre, ressources humaines et en investissement financier. Puis ça nous a mené aussi à faire le profil d'un plan d'exportation. Alors, ça que vous devrez mettre sur papier et examiner avant de se lancer. Alors, 2 semaines passées, le webinaire a traité de la stratégie d'entrée sur le marché. Puis, à ce moment-là, on a eu un plus petit groupe. Alors, aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux. Ça fait que dans le webinaire d'aujourd'hui, je vais toucher sur juste quelques-uns des aspects qu'on avait regardés en détail il y a 2 semaines. Pour comment identifier la stratégie appropriée pour vous et sur du marché que vous visez. Puis là, aujourd'hui, on va regarder à comment évaluer et choisir le bon marché. Parce que, en fait, toute la planète est composée de marchés. Il y a des marchés qui peuvent vous paraître très, très, très intéressants et alléchants, mais qui ne sont peut-être pas les marchés les plus appropriés pour votre organisation ou pour le produit que vous avez à présenter. Ça fait que je vais vous présenter quelques options d'analyse aujourd'hui pour vous aider à déterminer comment choisir le bon marché. Alors, les objectifs d'apprentissage aujourd'hui sont d'abord comment comprendre les éléments d'un profil de marché, en quoi ça consiste. Ensuite, comment entreprendre l'analyse de son marché actuel, parce que, comme on dit toujours, il faut comprendre où on est et comment on s'est rendu à notre position actuelle pour savoir où se diriger et comment se diriger. Alors, je vais aussi vous montrer une stratégie pour développer un tableau de comparaison des marchés qui sert, à mon avis, d'une bonne première étape pour analyser plusieurs marchés. Et ensuite, savoir où trouver les informations qui vont vous aider à compléter votre profil de marché. Alors, c'est ça, ça fait que l'agenda, il y a encore des gens qui rentrent. L'agenda aujourd'hui, on regardera quoi rechercher dans un marché, qu'est-ce qu'on peut rechercher. Et puis, on fera un survol des marchés à ce que j'appelle 64 000 pieds. Alors, vraiment, un survol assez élevé des points principaux à considérer dans un marché. Puis, on fera un tableau de comparaison. Puis ensuite, à partir de là, comment développer son profil de marché. Alors, une fois qu'on a fait le survol des marchés, choisir un ou deux qui semblent être les plus prometteurs pour son produit et son organisme. Et ensuite, passer au développement du profil de marché, des facteurs. Et ensuite, comme j'ai mentionné, où trouver les informations, les sources sûres. Alors, section 1, quoi rechercher dans un marché? Il est très important d'abord de connaître son marché actuel
pour retrouver les éléments gagnants dans un nouveau marché. Alors, je pense qu'au dernier webinaire, on a passé beaucoup de temps à faire l'examen de notre produit. Le produit qui est peut-être commercialisé actuellement dans le marché domestique. Alors, pour la plupart d'entre vous, c'est le marché canadien. Alors, avant de savoir où se lancer, comment se lancer, il est vraiment important de faire l'analyse des éléments essentiels d'un marché. Alors, un marché est constitué de 3 secteurs. En anglais, on dit les 3 P, People, Price and Product. Mais en français, on parle surtout d'abord les produits existants que nous avons à offrir et les produits potentiels. Et les produits nous amènent à regarder à la concurrence. Avec qui on est en compétition dans le marché? Qui d'autres qui sont présents? Qu'est-ce que les autres acteurs ou joueurs qui sont présents dans notre marché et contre qui notre produit est en compétition? Et pour quelle raison que notre produit retient sa part du marché? Alors, qu'est-ce qui distingue le produit? Deuxièmement, c'est les clients. Alors, les clients qui vous connaissent et ceux qui vous ne connaissent pas. Alors, vous avez vos clients actuels et puis il faut les regarder pour vraiment vous poser la question, pourquoi ils sont nos clients? Quelle solution qu'on apporte à nos clients qui fait qu'ils ont choisi notre produit et qu'ils reviennent tour à tour pour notre produit? Ça, c'est important de vraiment bien le comprendre pour pouvoir aller chercher des clients dans un autre marché qui peut-être sont à la recherche de ces mêmes caractéristiques ou les mêmes solutions à leurs problèmes. Alors, c'est pour regarder aux clients qui vous connaissent et ceux qui ne vous connaissent pas encore. Après ça, c'est les consommateurs avec des besoins. Parce que vos clients, les gens avec qui vous faites affaire, ne sont pas nécessairement les consommateurs ou les utilisateurs de vos produits. La plupart d'entre vous, si vous êtes associé avec une institution, un collège ou une université, vos clients sont vraiment les gens avec qui vous êtes en contrat pour livrer un service pour leur clientèle. Alors, pour la plupart d'entre vous, c'est des contrats, des ententes gouvernementales avec le gouvernement. Mais l'utilisateur ou le consommateur de votre produit est souvent l'apprenant. Alors, il faut répondre à la fois aux besoins de son client, c'est-à-dire la personne avec qui on a conclu une entente, mais aussi bien connaître les besoins du client envers les consommateurs ou les utilisateurs. OK? Bon, après ça, il faut regarder à la façon que notre produit se démarque dans un marché. Alors, regardez votre marché actuel et demandez, examinez avec beaucoup de clairvoyance et beaucoup d'honnêteté quels sont les facteurs déterminants de mon marché actuel. Alors, moi, je suis du Nouveau-Brunswick. J'ai fait la plupart de mon travail professionnel au Nouveau-Brunswick et il y a une période de temps, à peu près 5 ans passés, où j'ai siégé sur le conseil des gouverneurs du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Alors, en termes de vendre des produits et de placer une institution dans un marché, c'est vraiment le modèle que je connais le plus. Alors, je peux parler de mon expérience vécue auprès du CCNB, au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Puis, le collège faisait concurrence principalement avec les collèges privés. Il y avait souvent des dédoublements, un collège privé qui offrait un tel produit, un tel programme, et puis avec lequel on était en compétition. Au Nouveau-Brunswick, il y a 2 systèmes éducationnels, un système anglophone et un système francophone. Alors, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick était en compétition avec son homologue anglophone, souvent pour les mêmes étudiants. Parce que la plupart de la population du Nouveau-Brunswick étant bilingue, souvent les apprenants avaient le choix de s'inscrire à un collège anglophone ou bien que francophone. Alors, il fallait vraiment être aux aguets, comme de l'offre du collège anglophone. Et aussi avec, jusqu'à une certaine mesure, les universités. Mais je pense qu'on peut regarder les universités plutôt comme des collaborateurs. Alors, il fallait toujours être très conscient de la raison pour laquelle que nos clients, nos apprenants choisissaient le produit du CCNB et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour retenir la loyauté aussi. Parce que c'est facile à perdre des clients, ça ne prend pas grand-chose. La loyauté va juste apporter comme une certaine distance, puis après ça, s'il faut de géographie ou d'offres de services ou de prix ou que ce soit, on peut facilement perdre nos consommateurs.
Alors, ça, il faut le bien comprendre. Alors, qu'est-ce qui nous démarque? Qu'est-ce qui fait qu'on est différent? Qu'est-ce qui fait que notre clientèle nous choisit par rapport à d'autres possibilités dans le marché? Okay? Puis c'est souvent sur cet aspect-là que vous pouvez vous positionner dans un nouveau marché. Alors, c'est vraiment important d'être honnête avec soi-même. Après ça, il faut se demander, c'est ça, bien définir son produit. Puis c'est qui mon client? Alors, c'est ça, c'est à qui on vend et quels sont les besoins de ces consommateurs. Puis quelle solution que j'apporte? Alors, par solution, n'importe quelle entreprise qui cherche à vendre un produit, que ce soit un produit physique, que ce soit une entreprise privée ou que ce soit un service privé ou public, c'est que si les consommateurs nous choisissent, c'est parce qu'on apporte une solution à un problème. Et puis, alors, il faut être vraiment conscient de quelle solution qu'on apporte parce que lorsqu'on va chercher un nouveau marché, on va aller trouver ces mêmes besoins de solutions-là dans d'autres marchés. Okay? Alors, c'est important de se le décrire. Puis, quelles sont les caractéristiques qui distinguent mon service? Bon. Alors, pour une première activité, on va vous diviser en groupes. Puis, j'aimerais que vous passiez quelques minutes pour discuter de quelle façon votre service ou produit répond aux besoins démographiques de votre client. Alors, vous connaissez chacun vos clients. Alors, en termes de définition caractéristique, pourquoi que votre produit répond à ces besoins? Pensez en termes d'âge, de scolarisation, de profil linguistique ou n'importe quelle autre caractéristique. Alors, moi, je vais faire... j'ai pu... Rita, je pense qu'il va falloir que tu me redonnes, parce que j'ai plus les breakout rooms ici. C'est fait, je te l'ai déjà donné. Oui, mais je ne les vois pas ici. C'est peut-être ici. Ah, breakout rooms. OK, je les ai trouvés. Ça fait que vous allez être assigné, vous allez être environ, moi je vais faire 5 salles, alors vous allez être assigné, non, je vais en faire 6. Vous allez être environ 2 à 3 personnes par salle, puis vous allez être assigné par la magie de Zoom, OK? Alors, c'est ça. OK. Hey, est-ce que tu m'en es sorti? OK. Est-ce que tu m'en es sorti? Oui? Oui. Ah, OK. OK. Bon. Bon. OK. Ça fait que... en fait,
j'espère que vous avez pu déceler qu'il y avait des problèmes d'audio dans certaines salles. J'espère que vous avez appris un petit peu sur les besoins des clients, sur les caractéristiques démographiques de vos homologues. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'exercice ou ça vous va? OK, on continue. Bon, alors, après ça, c'est les besoins de mon client. Une fois qu'on a compris bien les caractéristiques du client, il faut vraiment regarder les besoins de son client. Alors, il peut y avoir des défis. Puis ensuite, je prends toujours l'exemple du Nouveau-Brunswick parce que c'est l'exemple que je connais le mieux, mais je pense que c'est représentatif de beaucoup des défis ou des besoins qui sont ressentis par les collèges. Alors, au Nouveau-Brunswick, il y a certainement des défis linguistiques. Alors, on travaille dans un milieu où le français est la langue minoritaire. Et puis, on recrute aussi parmi les francophones qui peuvent éprouver des déficiences du point de vue linguistique aussi. Alors, il faut trouver des moyens pour compenser pour les habiletés linguistiques avant que les apprenants poursuivent leurs études. Alors, il y a des défis linguistiques. Le format de livraison aussi est parfois un défi où on peut offrir des occasions de diversifier son format. Alors maintenant, comme on sait, la livraison à distance ou en utilisant les médias sociaux ou les applications telles que Zoom, qu'on fait aujourd'hui, est devenu très, très, très commun grâce à la pandémie. Mais c'est une capacité qui peut certainement avantager les institutions qui voudraient se lancer dans la formation en Outre-mer. Alors, le budget est toujours une contrainte, comme c'est la réalité aussi des besoins. Lorsqu'on cherche des clients en apprentissage ou en formation dans les marchés étrangers. Formation sur mesure est souvent un besoin. Alors, si on parle de répondre à des besoins qui sont spécifiques à des changements économiques ou des changements dans une industrie, normalement, ça demande une formation qui est développée spécifiquement pour rencontrer les besoins du client. Sur ça, je pense que les collèges sont habitués. Et puis, dans le cas du Nouveau-Brunswick aussi, le niveau de scolarisation, parce qu'un certain groupe du public cible qui est recherché par le collège doit bonifier comme sa scolarisation avant de pouvoir passer au programme du collège. Et je pense que vous avez les collèges qui œuvrent sur des projets à l'international font souvent preuve aussi, ou font face à cette réalité-là aussi. Alors, il faut développer les habilités pour répondre à ce besoin-là. Et l'adaptation culturelle. C'est moins dans le marché canadien, mais il y aura certainement, c'est un facteur qui doit toujours être pris en considération lorsqu'on regarde à développer un marché de l'étranger. Est-ce que notre produit répond aux besoins culturels dans un autre pays, soit sur le plan linguistique, ça peut être sur le plan ethnique, sur le plan religion. Et il faut vraiment regarder si notre produit est vraiment adaptable à la réalité culturelle dans le marché visé. Puis ensuite, bien sûr, la concurrence, qui est maintenant présent, qui pourrait être présent sur le marché, qui pourrait nous présenter une concurrence pour notre produit. Et alors, quelle part du marché occupe la concurrence et quelle part du marché ou le niche du marché, le créneau, qui est laissé libre et qui pourrait vous intéresser comme fournisseur de services. Alors, ça, c'est les principaux défis que moi, je perçois. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous, parmi les participants, est-ce que vous percevez d'autres défis, d'autres besoins de clientèle qui pourraient rentrer en ligne? Ben, si je peux me permettre, moi, j'aurais peut-être de quoi. Oui, Joanne? Ouvre ton micro, Joanne, on ne t'entend pas. Excusez. La diversité, comment je pourrais dire, apporte, je trouve, une complexité dans la composition des groupes. Où est-ce que les groupes sont de plus en plus avec des décalages ou des particularités ou comment on peut arriver à répondre à cet aspect-là, puis il me semble qu'il n'est pas souvent considéré. Oui. Ça, c'est un excellent point, puis je vais l'ajouter à ma formation. C'est un excellent point parce que même maintenant, puis
En réalité, ça présente un créneau de formation de services. S'il y en a d'autres qui n'y ont pas pensé encore, on s'aperçoit qu'il y a des équipes de formation qui se spécialisent dans l'intégration de la diversité dans le milieu de travail. Et puis, c'est une demande qui n'est même pas en croissance. Là. Moi, j'ai en explosion presque. Alors, c'est quelque chose à tenir en compte. Puis, sans doute, ceux parmi vous là, qui œuvrent à l'intérieur des collèges et des institutions de formation et d'éducation, vous êtes certainement comme au courant de cette situation-là. La diversité sous toutes ses formes. Alors, comme on dit, on peut transformer en service les ajustements qu'on a été obligés de faire à l'intérieur de nos organismes. Très bon point. Est-ce qu'il y a d'autres points? OK, on passe à la prochaine. Bon, où et comment trouver les nouveaux clients? Recherchez les caractéristiques similaires dans les nouveaux marchés. Alors, principalement, une fois que vous avez fait l'analyse puis un examen très, très, très honnête de vos acquis, puis les points qui vous démarquent comme fournisseur et vos lacunes aussi, quelle part du marché que vous ne captez pas présentement en raison de telle ou telle chose. Alors, prenez ces acquis-là et puis regardez dans d'autres marchés parce que c'est très probable que les potentiels clients dans d'autres marchés, comme je mentionnais, recherchent des solutions aux mêmes problèmes qu'on répond ici au Canada. Alors, prenez ces caractéristiques-là et puis faites l'inventaire. Puis ça devient en fait votre créneau. Ça peut définir votre créneau ou votre brand, si tu veux, votre identité dans un nouveau marché. Alors, on commence par là. Je veux dire, c'est simplement dit, c'est beaucoup plus détaillé là, en exercice, mais on va vous montrer un peu comment c'est bandé. Alors, ici, on va passer à la section les marchés à 64 000 pieds, la comparaison. Puis, je vais vous faire part d'un outil pratique que moi, j'utilise, puis qui me sert bien pour faire la comparaison de quelques marchés potentiels. Alors, on pourrait bien dire qu'il y a un marché potentiel pour la formation et l'éducation dans n'importe quel pays du monde. Alors, je pense que la plupart de vous qui sont ici aujourd'hui regardent ou s'épanouir dans des marchés francophones principalement. Il y en a qui sont ouverts à n'importe quelle langue ou plusieurs langues, mais la plupart de vous cherchent des marchés francophones. Donc déjà, ça ajoute un autre filtre qu'il faut appliquer dans la sélection des marchés. Mais même alors, il existe des dizaines et des dizaines, sinon des centaines de potentiels marchés dans le monde. Alors, comment les choisir? Alors, si on n'est vraiment pas fixé sur un marché particulier, il faut vraiment regarder à des éléments qui sont très, très... moi, je dis 64 000 pieds, là. Un premier survol des caractéristiques d'un pays ou d'un marché qui vous guide dans l'accès au marché. Ça fait que moi, ce que j'aime faire, c'est entreprendre une analyse comparative de d'abord les populations et les démographies. Alors, la grosseur de la population, mais aussi les tendances de la population. Comment se forme la pyramide de la population? Est-ce que c'est une pyramide ou une pyramide inversée en termes d'âge? Ou est-ce que c'est une bulle? Alors, est-ce que la population est vieillissante, comme au Canada? Est-ce que c'est une très jeune population, comme qu'on trouve dans plusieurs des pays en voie de développement, ou autre? Alors, d'abord, je regarde ça. Quelles sont les démographies? Alors, c'est ça, c'est l'âge moyen. Je regarde d'abord la stabilité politique d'un pays, parce que présentement, si vous pensez à vous lancer en Ukraine, par exemple, vous ferez face à des gros défis parce que l'Ukraine, malheureusement, fait face à des gros problèmes et ne sont probablement pas en mesure d'entreprendre des discussions sur les échanges visant l'éducation. Ça, c'est un exemple extrême, mais on sait qu'il y a plusieurs de nos pays, puis les pays francophones, qui sont malheureusement aussi caractérisés par l'instabilité politique. Alors, ça peut prendre, ça rend la vie et les échanges extrêmement compliqués, ou ça peut. Alors, ça, c'est une considération. Puis ensuite, le niveau de scolarisation. Quel est le niveau de littératie ou le niveau d'investissement que fait un pays dans la formation ou l'éducation de ses citoyens? Alors, ça, c'est une indication de la valeur ou l'importance qu'accorde le pays
et son intérêt à combler les lacunes en termes de formation et d'éducation. Après ça, les 3 autres indices que je garde, c'est l'utilisation du français. Je pense que ça devrait être, jusqu'à une certaine mesure, important pour tous entre vous. Est-ce que le français est une langue première du pays, une langue secondaire ou une autre langue utilisée mais en croissance? Puis, on peut aussi regarder à des créneaux de langue française dans des pays où on pense, qu'on ne considère pas comme étant francophone. On sait que la France investit beaucoup dans la promotion de la culture française à travers le monde. Et un des pays dans lesquels que la France investit le plus à l'agrandissement ou la présence culturelle française, c'est aux États-Unis. Il y a un grand réseau d'alliances françaises qui s'occupe de livrer de l'éducation et des activités culturelles dans les principales villes des États-Unis. Alors encore, on peut voir qu'il y aurait probablement lieu de trouver des occasions d'affaires pour nos collèges. Un autre facteur que j'aime regarder, c'est l'indice de corruption ou l'accès au marché. Il existe un indice qu'on peut facilement aborder pour déterminer le niveau de corruption dans un pays. Et puis, ça, c'est très révélateur de la facilité de faire des affaires dans un pays. C'est vraiment surprenant parce qu'il y a des marchés qui nous paraissent comme des marchés idéaux, des marchés faciles d'accès, des marchés qui se trouvent même sur le même continent que le Canada, mais qui ont des indices de corruption extrêmement élevés. Alors, ce qui pose un plus grand degré de risque à l'entrée sur le pays, qui ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est quand même un facteur à considérer. L'autre chose que je regarde aussi, c'est le PIB ou le produit intérieur brut du pays par capita, alors le niveau de richesse par capita du pays, et aussi, comme j'ai mentionné, l'investissement en éducation et formation, alors qui indique une importance. Normalement, le niveau d'investissement en éducation est exprimé en pourcentage de PIB. Alors, si un pays investit juste 1% de son PIB en éducation, ça c'est très bas comme investissement. Alors, vous pouvez trouver des marchés où l'investissement est plus comme dans l'ordre de 4 ou 5% de son PIB, qui veut dire qu'il occupe une grande importance et probablement sont ouverts à faire du partenariat avec les institutions à l'extérieur du pays. Alors, l'autre chose que je regarde, c'est la présence des entreprises multinationales canadiennes ou françaises dans un pays. Par exemple, on regarde la compagnie Bombardier du Canada ou SNC Lavalin, une compagnie française, où on peut regarder aussi le domaine de l'aérospatiale française, où on fait des investissements importants dans divers coins du monde. Alors, dans cet exercice-ci, en développant ce webinaire, j'ai commencé à regarder aux endroits au marché dans lequel la France dirige la plupart de ses investissements, les plus grands marchés. Alors, il y a les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Autriche ou l'Australie, si je ne me trompe pas, puis le Canada est tombé en 5e place. On n'est pas parmi les 4 grands. Qui veut dire que l'organisme international d'affaires compagnie investit aussi dans le développement de la capacité linguistique et culturelle française dans ces pays-là. Puis aussi des endroits, les marchés où l'éducation est un dossier prioritaire. Puis ça peut être identifié par le service des délégués commerciaux. Alors, ceux d'entre vous qui ont participé aux autres webinaires, le service primordial du gouvernement du Canada pour aider les entreprises à se lancer dans des marchés internationaux, ça s'appelle le service des délégués commerciaux. Et ils occupent des bureaux presque partout où le Canada entretient des relations commerciales dans le monde. Alors, si vous êtes intéressé d'aller, on va dire, au Vietnam, vous pouvez aller sur le site de l'ambassade canadienne au Vietnam et regarder si oui ou non l'éducation figure parmi les dossiers prioritaires. Alors, si oui, ça veut dire qu'il y a des occasions d'affaires. Il y a certainement des occasions d'affaires. Et les délégués commerciaux qui sont en poste dans ces pays-là peuvent vous aider à identifier ces occasions-là. Alors, c'est ça. Puis le 5e, c'est ça, sont les différences culturelles, comme on a mentionné. Alors, est-ce que les différences culturelles nous sont acceptables? C'est-à-dire que notre produit, on peut ajuster notre produit
pour s'adapter aux différences culturelles ou est-ce que les différences culturelles sont peut-être au-delà de notre capacité d'ajustement? Ça, c'est une question qui revient. Ça touche souvent les ressources. Est-ce que vous avez la main-d'œuvre de former en tenant compte des différences culturelles? Et est-ce que vous avez les ressources à investir aussi, le budget à investir pour faire l'adaptation de nos services? Alors, ça, c'est parmi les éléments qu'on regarde. Puis là, je vais vous montrer un tableau. OK, ceci, puis je m'excuse, le tableau est en anglais, mais c'est parce que c'est un tableau que j'avais développé lors d'un autre mandat, mais qui a très bien servi. Puis là, j'ai indiqué que ce n'est qu'un exemple. Dans ce cas ici, on a fait la comparaison de 3 marchés comparativement à un marché comparatif. Bon, le Nouveau-Brunswick voulait identifier des marchés de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud qui seraient les plus propices pour les entreprises du Nouveau-Brunswick. Alors, puis je m'excuse pour, je sais qu'on a des participants qui sont présents au Mexique ou qui représentent le marché du Mexique. Dans ce cas ici, on a voulu jeter un regard comme sur d'autres pays de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud en comparaison avec le marché mexicain. Et puis, parce que le marché mexicain, comme vous savez, le Mexique fait partie de ce qu'on appelait entente de libre-échange Canada, les États-Unis et le Mexique. Alors, c'est relativement facile de faire affaire au Mexique grâce à l'entente commerciale, mais il peut aussi, le Mexique est quand même un gros marché. Si on regarde justement comme en anglais des GDP, mais c'est le PIB per capita est de 19 000 ou presque 20 000 $ US, ce qui représente comme un PIB comme assez impressionnant. Mais il existe, la réalité, c'est que 44% des gens vivent en bas, en dessous du seuil de pauvreté. Alors, on a voulu comparer d'autres pays avec lesquels que le Canada a des ententes commerciales pour voir s'il n'y avait pas des occasions d'affaires qui seraient plus propices pour les PME, les petites et moyennes entreprises du Nouveau-Brunswick. Puis, dans ce cas ici, je pense que c'est ça, les ententes qui étaient en place, c'était le Canada-Costa Rica. Alors, marché numéro 1, c'est le Costa Rica. On a comparé le Canada et le Pérou, marché numéro 2. Puis ensuite, le Canada et le Chili, qui était le marché numéro 3. Alors, il y avait des pour et des contre dans tous les marchés. Alors, mais ça a permis en bout de ligne de faire une décision beaucoup plus informée sur le choix des marchés. Alors, parmi les démographiques, upper middle income, high income, upper middle income, per capita, puis là, on voit la différence entre le PIB per capita, etc., dans les différents marchés. Alors, ici au Chili, c'est relativement assez élevé aussi. Costa Rica, moyennement. Le Pérou, c'était le plus faible. Mais ce qui était très révélateur était les indices de corruption, que pour une entreprise privée, ça serait une grande considération, parce que l'entreprise privée met beaucoup à risque. Il n'est pas protégé contre les pertes. Alors, ici, puis le chiffre c'est des indices sur 100. Le plus bas qui est l'indice, le plus haut qui est le niveau de corruption. Alors, le plus haut qui est le chiffre, le mieux que c'est. Alors, on a vu par rapport à les indices de corruption que peut-être que faire affaire au Costa Rica était peut-être le marché qui présentait le moins de risques aux entreprises privées. Alors, puis, en tout cas, il y a un paquet d'autres facteurs qu'on a regardé aussi. Mais c'est une façon où vous pouvez choisir en 3 ou 4 marchés puis faire ce genre d'analyse-là pour arriver à faire une décision vraiment informée sur le marché que vous voulez poursuivre. Alors, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait juste un premier coup comme sur un marché, une comparaison qui était plus pertinente pour le marché de l'éducation. Alors, parce que la plupart d'entre vous ont exprimé un intérêt pour poursuivre des marchés francophones, j'ai choisi le Cameroun, la Roumanie, le Vietnam. Et ensuite, j'ai trouvé l'Océanie, qui n'est pas vraiment un marché comparatif, mais un marché quand même très intéressant comme région. Alors, j'ai regardé la population démographie. Ils ont des petites populations. Puis aussi, mais la démographie ici, le Cameroun est une population très, très jeune. 60% de sa population est en bas de 30 ans. Alors, mais l'espérance de vie est à 55 ans. Et pourquoi l'espérance de vie est importante? L'espérance de vie est un indicateur de la qualité de vie
Et la santé générale, puis je dis santé dans le gros plan, c'est-à-dire la santé financière, économique, physique d'une population. Alors, moins que l'espérance de vie est grande, plus qu'il y a de problèmes sociaux et physiques et de sécurité publique, d'éducation, manque d'éducation et sécurité publique aussi dans le pays. Alors, tu sais, il y a certainement des défis, comme on sait. La Roumanie, espérance de vie de 79 ans, âge moyen 44 ans. Au Vietnam, très intéressant, âge moyen 32 ans, relativement assez jeune, espérance de vie de presque 80 ans aussi, au moins pour les femmes. En Océanie, qui est une région qui comprend plusieurs très petits pays, mais il y a un certain nombre de pays francophones, comme il y a, bon, parce que la Nouvelle-Calédonie, il y en a un, les noms m'échappent, mais il fait beau vivre dans ce pays-là. L'espérance de vie dépasse 80 ans. C'est des petits pays, mais ils sont avant de ressources. Ils vivent très, très bien. Ça me rappelle du Costa Rica. Alors, l'indice de corruption sans objet ici, l'indice de corruption, comme on sait, au Cameroun est le plus élevé. Au Roumanie, l'indice de corruption est le plus favorable. Ce n'est pas très bien, mais c'est le plus favorable. Mais il y a quelque chose d'intéressant pour la Roumanie. Pour aller voir. Il y a juste un faible pourcentage du pays qui parle le français, mais le français augmente en présence. Puis je vous montre un tableau tantôt là, qui démontre ça. Mais ce que je trouve qui est intéressant pour la Roumanie, c'est un pays d'Europe, alors il bénéficie de l'entente commerciale entre le Canada et l'Union européenne, mais à cause de son état économique qui est fragile. C'est en développement accéléré depuis qu'il a passé un gouvernement démocratique, alors depuis à peu près 20 ans. Alors, son accélération économique est vraiment très impressionnante. Mais il bénéficie de l'aide des ONG, c'est-à-dire les Nations Unies, et de l'organisation, c'est un membre pays, je pense, de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, mais il bénéficie aussi par la protection du commerce international du Canada et de l'Union européenne. Alors, ça, c'est comme, c'est gagne-gagne pour tout le monde. Alors, il y a des petites occasions, mais il y aura, à mon avis, juste à première vue, il y aura probablement un accès assez favorable dans le marché. Le PIB, solidarisation, est à peu près à 28,3 000 par personne, au per capita. Alors, comme vous voyez, c'est très élevé comparé aux autres. Et le montant du PIB qui est versé vers l'éducation est de 3,3 %. Vietnam, c'est 4 %. Alors, tiens, je vais juste revenir ici. OK. Alors, c'est ça. Place du français fort. En Cameroun, comme vous savez, c'est la première langue du pays. En Roumanie, présence croissante. Il y a beaucoup d'investissements en Roumanie du gouvernement français. Alors, c'est ça, on investit dans le développement des capacités linguistiques et aussi de la présence culturelle française. Au Vietnam, c'est peu pratiqué, mais c'est encore pratiqué, puis il y a une longue tradition aussi francophone, comme vous savez, au Vietnam. Et puis, en Océanie, comme j'ai décrit, il y a certains petits pays, très petites régions de l'Océanie qui ont l'anglais, le français plutôt comme première langue. Alors, ça pourrait être très intéressant. En termes de stratégie d'entrée, le Cameroun commençait, la stratégie d'entrée serait certainement par un ONG à cause de la fragilité du pays. Ici, comme j'ai mentionné, la Roumanie bénéficie beaucoup d'une entente commerciale et de la présence des ONG. Et au Vietnam, ça serait vraiment par des occasions très spécifiées et probablement identifiées par le service des délégués commerciaux. Et puis, l'Océanie, ça serait surtout par l'Organisme international de la francophonie. Puis ça, c'est vraiment une première vue de 64 000 pieds. Ben voilà, c'est comme un survol de 4 marchés qui pourrait être intéressant. Et il y en a beaucoup d'autres. Mais je vous offre ça comme exemple d'un tableau de comment faire des comparaisons parmi plusieurs marchés. Alors, c'est ça. Moi, je vais sauter cet exercice ici parce qu'on a pris un petit peu plus de temps au début. Mais je vais demander juste rapidement au groupe, je vais juste faire un arrêt de mon partage.
Puis je vais vous demander de lever vos mains si vous avez des critères de sélection de marché qui vous paraissent très, très, très importants que je n'ai pas mentionnés. Ou si vous avez des questions sur ce que je viens de vous indiquer. S'il vous plaît, utilisez les boutons à réaction qui sont en bas de votre écran à droite en levant la main. OK, ça ne semble pas de n'avoir. Okay. Janice, oui. Janice, on a un problème parce que si on est branché sur la plateforme Collège.co, on n'a pas accès à ces boutons pour lever la main. Alors, on a un problème technique. Même pour l'image, je m'excuse, mais si vous me permettez, j'aimerais faire un commentaire de ce que vous venez de dire. Oui. Oui. Très bien, Gerardo, OK? Merci beaucoup. Alors, en fait, je vois des compétences transversales qui peuvent être identifiées une fois qu'on fasse notre espèce d'analyse de situation de travail. Et, par exemple, des compétences comme santé, sécurité au travail, ça touche à plusieurs créneaux, à plusieurs industries, plusieurs écoles. Et il y a des compétences, il y a aussi des sortes transversales. Alors, un petit peu le même contenu, on peut l'offrir à différents établissements ou aussi à différentes industries. Oui, absolument. Aussi, dans les pays où nous ne sommes pas francophones, comme le Mexique, on a les réseaux des alliances françaises, comme vous avez bien dit. Oui. On a bien sûr l'accord de libre-échange avec l'Amérique du Nord, mais aussi on a la présence du lycée français et les investissements français ou internationaux comme Bell Hélicoptère de la France, Safran de la France, Bombardier du Québec. Et si on fait l'analyse, par exemple, le Canada fait un investissement de 6,0 de PIB pour l'éducation, tandis que le Mexique fait seulement 0,6. Alors, on a un écart si grand, mais une si belle opportunité parce que si le gouvernement n'est pas de l'argent, c'est les petites écoles ou les moyennes écoles privées qui deviennent notre cible. Oui. C'était seulement pour dire ce commentaire. Merci beaucoup. Oui. Puis je pense que, oui, tes commentaires sont très bien reçus, Gerardo. Puis je pense que les commentaires que tu viens de soulever, ça s'applique à presque n'importe quel marché aussi. Alors, parce que si un pays, on va prendre par exemple, tu sais, là, on a regardé au Cameroun, le Cameroun verse juste une toute petite partie de son PIB vers l'éducation, mais c'est parce qu'ils ne sont pas en mesure d'investir plus. Alors, ça veut dire que les besoins sont très grands. Alors, tu sais, est-ce que la tasse est à moitié vide ou à moitié pleine? Si elle est pleine, ça veut dire que, tu sais, il y a un important, le pays attache une importance à l'éducation, mais est probablement ouvert aussi à apporter comme des expertises qui ne sont pas présentes au pays. Le marché du Costa Rica, par exemple, c'est juste par hasard, c'est un marché que je connais assez bien. Et puis, le Costa Rica détient comme un niveau de scolarisation probablement les plus élevés de tous les pays de l'Amérique centrale. Mais ça veut dire qu'ils sont très ouverts aussi à travailler comme d'autres compétences et des spécialisations. Alors, tu sais, ils peuvent exister. Ça fait que c'est la raison pour laquelle il faut vraiment regarder à plusieurs facteurs. Les facteurs d'investissement de l'étranger, ce ne sont pas négligeables. Si un pays investit fort, que ce soit la France ou un autre pays francophone, dans un marché, comme aux États-Unis, par exemple, j'ai eu l'occasion juste dernièrement de travailler avec une jeune entrepreneur de l'île du Prince-Édouard qui participait à une mission commerciale sur l'Atlanta en Géorgie. Puis l'entrepreneur est native de la France et de la Côte d'Ivoire, parle très peu d'anglais, mais elle était très, très, très courageuse de participer dans la mission commerciale. On a eu des belles ententes avec la Chambre de commerce de l'Atlanta. Et le directeur de la Chambre de commerce de l'Atlanta est couramment bilingue à cause de la grande présence d'investissements français sur son territoire. Alors, la France, il y a la présence d'une Chambre de commerce France-États-Unis à Atlanta. Il y a l'Alliance française qui est présente. Alors, il y a une communauté très impressionnante de Français sur le territoire. Et c'est des Français qui sont là en raison de leur profession. Alors, ils exigent un certain niveau de service qui inclut la formation
Et la formation comme de professionnel, c'est là en français, et aussi la formation linguistique et culturelle. Alors, ça peut certainement présenter de belles occasions d'affaires. OK, ça fait que moi, je retourne à mon écran. OK. Bon, juste pour renforcer, voici une carte que j'ai trouvée, que j'ai trouvée sur le site de l'Organisation internationale de la francophonie. Les différents teintes de bleu sur l'Europe représentent la présence française sur le territoire. Alors, ici, le pays que vous voyez qui est en bleu moyen, là, on va dire, c'est la Roumanie. Mais quand j'ai regardé comme dans différentes sources sur la présence du français sur la Roumanie, les sources m'indiquaient que c'était une présence négligeable. Mais négligeable comparé à quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il y a seulement 10% de la population? Mais 10% de la population peut quand même présenter des créneaux vraiment intéressants pour des formateurs en provenance du Canada ou du Canada français. Puis là, vous avez bien sûr la France, et puis ici, le pays d'Afrique en français, le nord de l'Afrique qui est une forte présence française. Ici, il y a le Portugal, il y a le Royaume ici aussi, et puis l'Italie et les autres pays. Ça fait qu'on voit que, à part des pays qu'on voit automatiquement comme étant francophones, comme la Belgique, la Suisse, il existe comme beaucoup d'occasions ici sur le territoire européen. Puis, encore une fois, le Canada bénéficie, les entreprises canadiennes bénéficient beaucoup de l'entente de libre-échange avec l'Union européenne. Puis, les autres faits que j'ai pu déceler aussi, c'est qu'un enseignement bilingue est également proposé dans plusieurs pays à partir du secondaire, comme au Brésil et au Mexique, et parfois dès le primaire, comme en Colombie et au Costa Rica. Puis ça, c'est sûr, j'ai tiré ça du site de l'OIF. Alors, il y a certainement quelque chose à songer. Ici, encore une fois, sur le site de l'Observatoire francophone, il y a une carte qui démontre la répartition des élèves scolarisés en français dans le monde, selon l'Observatoire de la francophonie. Et on le voit un peu partout. Amérique et Caraïbes, c'est beaucoup le Canada, le Québec, l'Haïti, mais il y a quand même une importante présence de l'enseignement francophone aux États-Unis en raison de la présence des investissements français, comme j'ai mentionné. Puis on voit un peu partout. Et puis, aussi, les investissements français présentent un vaste réseau du français enseigné et activités culturelles dans le monde. En 2017, la grande majorité des investissements français, dont les réseaux français enseignés et activités culturelles, étaient dans les Amériques ici, les Amériques et les Caraïbes. Le vert que vous voyez, c'est les Amériques et les Caraïbes. Alors, ça veut dire que, tu sais, il y a des choses à faire là. L'Europe, bien sûr, l'Afrique, Moyen-Orient, il y a comme, malgré que la présence française est très importante en Afrique et du Nord et Moyen-Orient, c'est que les investissements français sont les moindres là. Alors, l'activité de développement linguistique et culturel qui est appuyée par la France est vraiment minime. Et bon, le reste, ça s'explique. Aussi, j'ai parlé un peu de l'index de corruption. C'est juste une carte que je voulais vous partager. Plus que c'est vert, plus favorable est le climat des affaires. Plus que c'est rouge foncé, le moins favorable le climat en raison de la présence de corruption. Alors, les pays, les marchés les moins corrompus sont les pays scandinaves et la Suisse. Le Canada s'en tire pas pire comparé avec la France et le Royaume-Uni, les autres pays. Les États-Unis, beaucoup moins que le Canada. Alors, et puis, mais quand même pas pire. Alors, puis le reste, ça s'explique. Alors, je trouve ça un facteur très intéressant. Bon, section 3, oui? Désolé, est-ce que je peux faire un petit commentaire sur la corruption? Est-ce que je peux continuer avec ma présentation? Oui, d'accord. OK, parfait. Merci. Parce que là, c'est ça, on accuse du retard. Ça fait que moi, je vais essayer de garder quelques minutes à la fin pour des commentaires ou des questions. OK? Merci. Oui, s'il vous plaît. Bon, les éléments clés, développer son profil de marché, les éléments clés d'un profil de marché. Bon, je pense qu'on a suffisamment parlé, on a fait le survol du marché, géographique, politique, économie sociale et les équations d'affaires. On l'a fait avec notre tableau. On a parlé beaucoup,
puis, dans ce webinaire ici, mais aussi dans l'entrée, stratégie d'entrée, on a parlé beaucoup de comment définir son produit, à quoi ça sert, le produit c'est pour qui, comment c'est livré et de quel moyen quand on va soutenir le marketing ou le soutien à la clientèle dans un nouveau marché. La définition de son marché, il faut définir l'occasion, la stratégie d'entrée, la chaîne d'approvisionnement, où ça veut dire où notre produit se situe, c'est là dans le marché ciblé, où est sa position dans le marché. Est-ce que c'est une majorité du marché ou est-ce que c'est une petite part du marché, une petite mais importante part du marché? Est-ce que c'est un créneau? Et quels sont les facteurs de risque? Alors, ça inclut comme la corruption, l'accès au marché, les taux de la devise, les changements de la devise, même le climat, les changements de climat, ça peut représenter des facteurs de risque. L'instabilité politique est certainement un gros facteur de risque. Et ensuite, il faut définir son client. À qui vous vendez? Et je vous rappelle, la personne ou l'entité à qui vous vendez est différent que le groupe qui va utiliser votre produit. Alors, il faut vraiment les garder en termes d'une chaîne d'approvisionnement. Vous vendez à votre client, mais le consommateur est l'ultime utilisateur de votre produit. Votre client, c'est quoi ses besoins? Alors, le client est surtout soucieux des besoins de l'utilisateur du produit, c'est-à-dire si vous vendez à un gouvernement, le gouvernement est soucieux du produit, comment le produit va répondre aux besoins de la formation auprès des apprenants. Le budget du client ou le financement du projet et vraiment bien comprendre les attentes de votre client. Okay? Bon. OK, quelques options pour rentrer. Ceci, on a parlé longtemps ou en grand détail lors des derniers webinaires, mais je vais les rappeler parce qu'il y avait beaucoup d'entre vous aussi là, qui n'étaient pas présents. Alors, quelques-unes des options pour rentrer sur le marché incluent par une tierce partie. Alors, vous rentrez sous un projet qui est peut-être piloté par les Nations Unies, puis on a parlé du programme des 17 objectifs de développement durable. Vous pouvez rentrer par la représentation d'un agent ou une maison de distribution. Je pense qu'il y a quelques personnes qui participent aujourd'hui qui, on pourrait dire, qui travaillent à titre d'agent, je pense. Alors, c'est peut-être possible de rentrer dans un marché par le biais de représentants. Par ce qu'on appelle B2B, alors business to business ou business to consommateur. Alors, vous passez par un intermédiaire ou directement au consommateur. Alors, si vous vendez directement à une entité qui, par après, vend des produits de formation sur le marché, normalement, c'est l'option qui est la plus désirable pour l'entité canadienne. Mais ce n'est pas impossible de vendre directement au consommateur, mais très improbable, surtout si vous n'êtes pas encore bien ancré dans le marché. Par après, votre participation aux appels d'offres canadiens ou internationaux. Souvent, le Canada va émettre des appels d'offres parce que le Canada est signataire à plusieurs ententes de développement international. Alors, on peut aussi fournir des services par le biais de ces fournisseurs. Alors, il va émettre des appels d'offres ou les organismes internationaux comme l'OIF, l'Organisme international de la francophonie, ou les Nations unies vont émettre des appels d'offres aussi pour des services très spécialisés. Alors, vous pouvez rentrer dans un marché en participant aux appels d'offres et c'est fortement recommandé qu'au moins au début, vous cherchez un ou des partenaires pour bonifier votre offre à ces appels parce que normalement, les appels sont assez bien étoffés et considérables. C'est ça. Et puis, après, établir une franchise ou licence. Puis, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont déjà songé ou peut-être ont établi des canvas ou des présences dans nos marchés. Ça aussi, c'est un excellent moyen. On voit, il y a des institutions, il y a des universités canadiennes ou des programmes d'études canadiens qui sont présents comme sur d'autres marchés. Alors, c'est une façon de rentrer dans un marché et puis livrer directement son produit au consommateur. Bon, activité numéro 3. Votre processus de marché va déterminer le temps et les ressources nécessaires pour entrer dans le marché. Ça fait que je vais juste demander, je vais arrêter mon share ici, mon partage d'écran. Je vais vous demander quelle chose que vous devez considérer pour établir le temps que ça vous prend pour rentrer.
OK? Très rapidement, est-ce qu'il y en a qui voudraient s'aventurer pour offrir des suggestions? Qu'est-ce qui peut déterminer le temps que ça va vous prendre pour rentrer sur un marché? Alors, si vous commencez votre travail aujourd'hui, qu'est-ce qui est une attente réaliste pour entreprendre la recherche, le financement, l'identification d'occasion et tout ça, pour que vous faites votre rentrée sur un marché international, d'après vous? Est-ce que quelqu'un voudrait se lancer? Je dirais 6 mois. 6 mois, oui, hein? Dépendamment. Quelqu'un d'autre? Ça dépend du marché. Ça dépend du marché. Il y a des marchés pour lesquels, comme certains pays d'Asie, où ça prend beaucoup de temps à établir des relations. Il y en a d'autres pour qui la familiarisation et l'informalité des relations font en sorte plutôt que ce soit beaucoup plus rapide. Donc, Oui. Quelqu'un d'autre? Un troisième? OK. On a eu 6 mois, puis on a vu déterminer. Oui. La réponse simple, ce qui n'est pas simple, mais la réponse simple, c'est vraiment qu'il y a plusieurs facteurs à considérer. Il y a des facteurs qui sont plus faciles à trancher, puis il y en a d'autres qui vont être plus compliqués, qui vont demander plus de temps. Puis ça aussi, lorsqu'on considère tous les facteurs à trancher pour rentrer dans un marché, ça va probablement vous aider à déterminer le marché qui est le plus propice. Combien de temps que vous avez à consacrer au développement des marchés. Et le temps veut dire ressources. Ça prend de la main-d'œuvre, ça prend quelqu'un pour piloter les dossiers, ça prend un financement du projet, ça prend probablement des voyages dans le marché, des rencontres avec des contacts ou des interlocuteurs. Alors, tout ça en prise en considération va probablement jouer de façon très importante dans votre sélection éventuelle de marché. Alors, je vais revenir à mon partage. Et c'est ça. Alors, voici un tableau que j'ai élaboré, puis que j'utilise souvent aussi pour démontrer qu'est-ce qui doit être fait, les différentes étapes qui doivent être franchies et les périodes de temps qu'on peut s'attendre pour les franchir on va dire, dans les meilleures conditions. Alors, une recherche de marché peut prendre de 0 à 6 mois. Alors, parce que ça va, des fois, demander, ça va faire des recherches poussées, ça va vous prendre des échanges, écrire des courriels, envoyer des lettres, peut-être même des rencontres avec des personnes cibles et stratégiques sur le marché. Ça peut être des personnes qui sont au Canada. On peut faire affaire avec une ambassade ou une présence commerciale dans un pays qui se trouve au Canada ou faire affaire avec le service des délégués commerciaux, comme j'ai mentionné. Mais il faut identifier son marché, sa stratégie d'entrée et communiquer avec les services des délégués commerciaux. Alors, la préparation pour rentrer, facilement un autre 6 à 12 mois. Alors, ça peut demander l'obtention de visa si on va visiter le marché ou de permis de travail. Ça peut demander des certifications dans d'autres pays. Comme on sait, le Canada impose la validation ou le renouvellement des certifications aux professionnels qui arrivent ici dans le pays. Alors, on peut s'attendre que la même chose est attendue dans d'autres pays. Alors, puis en commencer, ça peut prendre du temps. Établir des contrats, des contacts et des contrats dans le marché et développer la stratégie de promotion et de soutien à la clientèle. De quelle façon qu'on va se faire connaître dans le marché et de quelle façon qu'on va soutenir les besoins de notre clientèle une fois qu'on livre le service. Alors, l'entrée se fait 12 à 18 mois. Je pense que c'est vraiment dans les meilleurs délais. Puis, il faut s'attendre à ça avant d'avoir une présence au marché. Puis, peut-être faire des ajustements du produit. Parce qu'on arrive dans le marché, on s'aperçoit comme, on a vraiment besoin d'ajuster le produit un petit peu pour mieux s'adapter à la réalité culturelle ou ajuster notre approche de service à la clientèle ou nos réseaux de distribution. Je vois que j'ai une faute d'erreur, j'ai une faute d'orthographe. Ça fait qu'avec tout ça, avant qu'on soit bien ancré dans le marché, puis ça commence à rouler, on peut s'attendre facilement à 12 à 18 mois. Puis pendant ce temps-là, il faut le financer, notre projet. Il faut dédier des ressources internes, peut-être à l'externe, pour faire avancer puis piloter les dossiers. Alors, ça prend des ressources, ça prend de la patience, ça prend de la tolérance auprès de vos conseils d'administration ou conseils des gouverneurs, c'est dans le cas. Mais après 24 mois, je pense qu'on peut de façon réaliste,
s'attendent à bien être établis dans le marché et peut-être même regarder à se diversifier dans d'autres marchés. Puis, parce que moi, j'appelle ça il y a plusieurs marchés qui peuvent vous servir de marché tremplin. On arrive dans un marché, on s'établit, mais là, on peut regarder autour pour voir quels marchés sont desservis par le marché en question. Ma stratégie est en tout pour aller dans le marché du Costa Rica. Une fois arrivé au Costa Rica, le Costa Rica fait affaire avec tous les marchés avoisinants, c'est-à-dire le Nicaragua, le Panama, le Guatemala, et avec lesquels le Canada n'a pas vraiment des ententes de commerce. Mais à partir du Costa Rica, c'est facile de se trouver des partenaires qui, par après, peuvent nous aider à rentrer dans d'autres marchés avoisinants. Fait que le deuxième saut est beaucoup plus facile que le premier saut. Alors, l'identification de nouveaux marchés et le développement de nouveaux produits. Alors, il faut déterminer le temps, le budget et les échéanciers qui sont nécessaires pour le projet. Bon, comment trouver les informations nécessaires à tout ça? Il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles. Je vais vous citer juste quelques exemples. Vous avez certainement, comme c'est là, vos sources aussi que vous préférez. Je vais vous partager les miennes. En ce qui a trait comme l'information sur les marchés, je me tourne souvent à l'Organisation internationale de la francophonie, comme j'ai mentionné, et l'Observatoire de la francophonie, qui est vraiment comme un vaste répertoire d'informations portant sur la francophonie. Les Nations Unies et surtout ses objectifs de développement durable, très importante source d'informations et source d'idées de projets. Et je vous rappelle que le Canada est signataire du projet de développement durable et donc a versé de l'argent pour faire avancer envers les différents objectifs. Alors, qui participe comme partenaire financier peut aussi contribuer par l'identification de ressources dans son pays. Beaucoup des informations que je pige, je trouve dans la source, la banque de données World Data. Alors, je vous donne ici. Mais de loin, ma préférence, c'est le World Factbook. Puis le World Factbook, croyez-le ou non, c'est un produit du CIA, c'est-à-dire Central Intelligence Agency des États-Unis. Alors, c'est l'organisme mondial qui connaît à peu près tout sur tout le monde et tous les pays. Janice, excuse-moi de te couper. Oui. Je m'excuse. C'est que j'ai prévu une durée d'1h30 pour le webinaire, donc ça doit se terminer dans 2 minutes. Oh, OK. J'ai mis dans le chat un nouveau lien pour que les gens puissent se connecter. Bon, si ça coupe, parce que je n'ai pas pu modifier la durée du webinaire tant qu'il est là en live. Malheureusement, tous les liens sont là. Alors, c'est ça, vous pouvez les consulter. On enregistre, puis la présentation peut être visionnée par après. Alors, je vous remercie. Je suis vraiment désolée qu'on n'a pas de temps pour les questions. On a peut-être une minute. Si il y a une question qui est très urgente, ben, on risque d'être coupé. Vous pouvez par après… Oui? Par mon expérience, je pense que le système ne va pas couper. OK. Je pense qu'on va continuer, mais au cas où on coupe, on est désolé, mais on peut continuer, puis on verra si ça coupe, puis après ça, en tout cas, on a l'information maintenant, mais je n'ai pas l'impression que ça va couper. Mais je peux me tromper. Ouais. OK, tant mieux. Alors, moi, je vais arrêter mon partage pour la dernière fois, puis vous revenir. Puis, c'est ça, fait que je suis vraiment désolée qu'on a dépassé le temps à ce mesure-là, mais moi, je suis prête à entretenir des questions pour encore, je ne sais pas, 10 minutes, ou si vous pouvez encore partager un peu de temps avec nous. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient des questions, qui sont venus à l'aider pendant la présentation? Ou… Oui, il y a une question notée par Karine Dondono. Elle demande pour le calendrier d'entrée du marché, est-ce qu'il est issu de votre expérience, donc de ton expérience, Janice, ou est-ce qu'il est tiré de la littérature scientifique? Les deux, c'est-à-dire le tableau que j'ai montré avec la flèche qui démontre… Oui, il y a voilà, pour la durée de préparation d'entrée sur un marché. Je veux dire, c'est les deux. C'est vraiment la durée de temps qui est recommandée par les experts ou même les services des délégués commerciaux, je pense qu'ils vont vous dire la même chose. C'est que souvent, ce qui arrive, c'est que les organismes, que ce soit des entreprises privées ou publiques,
se précipitent vers l'international parce qu'une occasion de le représenter. Soit il entend qu'il y a une mission commerciale qui s'organise dans 6 semaines ou dans 5 semaines ou dans 4 semaines, puis c'est un marché qui est intéressant, puis il veut partir, puis il va faire des ventes tout de suite. Ou qui répond au téléphone une journée, puis c'est quelqu'un d'international qui dit « Je suis allé sur Internet, j'ai vu votre site web, votre produit m'intéresse, pouvez-vous me donner un prix pour X nombre de produits ou de services ou quoi que ce soit », puis d'un coup, ils sont lancés sans avoir réfléchi à leur affaire. Puis c'est que ça peut être désastreux pour un organisme ou une compagnie. Ça peut vraiment, vraiment être désastreux parce qu'il y a un manque d'informations sur la présence du produit, les coûts du produit service, qu'est-ce que ça va vous prendre en termes de ressources pour livrer le service dans un autre marché. Fait qu'il y a personne qui veut refuser une occasion, c'est sûr. Fait qu'on n'est pas à dire oui, je peux compléter votre demande. Puis est-ce que vous pouvez me faire un prix? Ben, au Canada, le prix est, bon, je veux dire, je sais pas, $400 là, pour un crédit. Alors, je change ça en devises américaines ou européennes. Alors, ça va coûter tant. Mais ce n'est pas vrai, c'est que l'organisme n'a pas pris en considération l'argent, les ressources que ça va prendre pour modifier et rendre le produit dans le marché. Alors, c'est d'être là qu'on conseille aux entités qui veulent se lancer sur le marché d'exportation, prenez votre temps. Faites les démarches qui sont conseillées. Alors, dans le premier webinaire ou deuxième, je pense qu'on a abordé, on a regardé à faire, je l'ai mentionné, la validation de vos compétences. Allez sur le site du service de délégué commercial. Il y a un livret, il y a un tableau à suivre qui vous questionne sur vos compétences en termes d'exportation et vous fait réaliser, ah, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça, il faut que je réfléchisse à ça, il faut vraiment que je garde ça. Je ne suis pas si près que je pensais que je l'étais. Alors, c'est vraiment la ligne de temps qui est conseillée. Pour certains, ça peut arriver dans 6 mois. Pour d'autres personnes, peut-être ça n'arrivera jamais. Mais on veut tout d'abord assurer que les gens vont réussir leur coup parce que ça peut coûter très, très cher par manque d'information. Alors, je ne sais pas si ça répond à vos questions. Un peu par expérience, mais aussi, je pense que c'est le standard qui est recommandé. D'autres questions? Merci pour ce webinaire, Joanne. Vraiment super intéressant. Merci. Okay. Merci beaucoup d'être. Je pense qu'on peut conclure maintenant. Il n'y a pas d'autres questions, mais n'hésitez pas à communiquer avec nous, là, avec l'équipe du RCCFC à l'adresse courriel international@rccfc.ca. Si vous avez des questions, des suggestions, n'importe quoi, nous sommes à l'écoute. Alors, merci beaucoup, Janice, pour cette présentation. C'était très intéressant, surtout là, les tableaux qui nous présentaient les perspectives d'occasion d'affaires dans les différentes régions, dans les différents pays, avec les indices de corruption et avec évidemment les profils démographiques ou encore au niveau de la richesse de la population en termes de produits intérieurs bruts. Alors, c'était vraiment très enrichissant. Je te remercie. C'est ton dernier webinaire pour Collegeco, pour notre initiative de commercialisation des expertises à l'international du RCCFC. Alors, je te remercie énormément pour ta contribution. Je pense que tu as réussi avec les 4 webinaires que tu as présentés à parfaire nos connaissances, à nous donner des idées, des bonnes suggestions justement sur comment réussir son projet d'affaires à l'international. Alors, merci beaucoup, Jean, puis à l'équipe Arita surtout, ça m'a fait plaisir de travailler avec vous. Ça a été vraiment, en tout cas, un beau projet. Puis je souhaite le meilleur succès, le plus grand succès à tous les participants. Le cheminement vers l'exportation peut être intimidant au début, mais très, très, très enrichissant. Puis le mieux outillés sont les participants, les plus de chances de succès. Puis en bout de ligne, c'est ce qu'on veut voir parce que vous serez gagnant et le Canada aussi sera très gagnant. Excellent. On a beaucoup apprécié tes connaissances et tes présentations. Merci, Janice, et merci tout le monde d'avoir participé. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire à collegeco.ca si ce n'est pas déjà fait. Et je vous invite également à développer des collaborations avec les membres qui sont sur Collegeco. Merci tout le monde. Bon vendredi, bonne fin de semaine. Au revoir. Merci. Bonne fin de semaine.